ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Nuit Blanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble maintenant pour 2 heures d'échange, de confidence en début de nuit, quand le sommeil tarde à venir. Parfois, 2 heures de partage pour ne pas rester seul avec vos peurs et vos angoisses. Jusqu'à 1 heure, la ligne est ouverte au 39 21. Paul et Jeanne sont à l'autre bout du fil, ainsi que Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission ce soir. Et bien sûr, vous pouvez également nous écrire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Et dimanche prochain, je serai en compagnie de Nicole Prieur, qui est psychanalyste et thérapeute familiale, et nous parlerons pendant 2 heures de la famille dans tous ses états. Alors, pourquoi les réunions familiales tournent-elles parfois au règlement de compte, les rivalités frères-sœurs, les héritages familiaux, cadeaux ou fardeaux, les familles recomposées, comment chacun peut trouver sa place. Donc, si vous voulez d'ores et déjà témoigner dimanche prochain, vous pouvez envoyer vos mails sur le site europe1.fr et nous serons en direct entre 23h et 1h. Bonsoir Odile. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous êtes un petit peu chamboulée, parce que vous êtes inscrite sur un site de rencontre et un homme vous a laissé ses coordonnées et vous devez le rencontrer prochainement ? Non, pas pour l'instant. Non, d'accord. Non. Il m'a juste laissé, on a communiqué par message sur le site et il habite à 40 km de chez moi. D'accord. Oh bah c'est tout près. Oui, c'est tout près. Et hier, il m'a laissé l'avant-dernier message, il m'a laissé son numéro de portable sans me demander le mien. Et moi... c'est qu'il est galant. C'est plutôt, je trouve ça galant de sa part, finalement, parce que ça vous laisse la possibilité, vous, de l'appeler, ou pas. Voilà, il vous laisse le choix. Et moi, impulsivement, comme je suis parfois, j'ai renvoyé un message en le remerciant de m'avoir laissé ses coordonnées. Oui. Et je lui ai donné mon numéro de portable. Ben voilà, comme ça, vous avez bien fait. Pas mon fixe, j'ai bien... Oui. Je trouve que le portable, c'est plus neutre, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un fixe. Oui, c'est un peu embêtant. On peut retrouver une adresse. On peut. Voilà. C'est plus impersonnel. Un portable. Vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez un fixe. Bon, c'est vraiment le numéro de votre maison. S'il est là, ça sonne. Un portable, vous le mettez. Vous le mettez sur répondeur. On est moins dérangé. Puis de toute façon, je suis en liste rouge sur les deux, donc. Ah c'est parfait. Voilà. Oui. Donc je vous appelais je veux laisser un message pour ça parce que je suis divorcée depuis 97. Mon ex-mari a été le premier homme de ma vie. J'avais 23 ans. J'en ai 60 aujourd'hui et ça fait 19 ans que je suis seule, quoi. Et même mes filles, elles me disent, maman, tu devrais rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai que l'idée de vieillir seule, je supporte difficilement. Vous préoccupe, oui. Et c'est pour cette raison que, puisque ça fait 19 ans que vous vivez seule, j'allais vous demander qu'est-ce qui fait que vous avez sauté le pas et que vous vous êtes inscrite sur un site de rencontre. Comme je vous disais, début janvier, je me sens très seule et puis j'ai envie de partager, J'ai connu 2 hommes depuis en 2000, je me rappelle plus les années. Peu importe, oui, enfin... Qui se sont terminés au bout de quelques mois par une déception. Donc, c'est vrai que autant j'ai envie de rencontrer quelqu'un, autant j'ai peur en même temps. Oui, bon, vous savez, derrière toute peur, il y a souvent un désir très important. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment envie aussi de rencontrer quelqu'un. Après, ça, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Là, vous avez été déçu, ça ne veut pas dire que vous le serez forcément. De toute façon, cet homme-là, vous avez bien fait. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui déjà son profil. Oui, qu'est-ce qu'il mettait sur son profil ? Qu'il aimait...
qui cherchait une femme sérieuse, à peu près de son âge. Qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait ses goûts, ses activités, donc des activités qui correspondent un peu à ce que j'ai repris depuis le mois de janvier. Quand je vous avais appelé au mois de janvier, j'allais pas bien. Donc j'ai repris toutes mes activités, je vais mieux et... Bon, voilà. donc a priori, il a l'air, oui, il se présente comme quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux, de stable. C'est ce qui vous a rassuré. Voilà, oui. Et quand vous l'avez eu au téléphone, comment il s'est présenté? Je présenté? l'ai pas eu encore, parce que là, Oui, vous lui avez envoyé, vous lui avez laissé un message sur son répondeur, c'est ça? Non, j'ai laissé un message sur le site. Ah oui, d'accord, ok. Mais lui, il vous a appelé, Alors, il avait une bonne voix. Appelé, il pense m'appeler dans la semaine là qui arrive. Bon. Donc, ça serait bien que vous vous rencontriez, parce que autant, si vous êtes à 40 km, autant... Voilà. Non, vous n'envisagez pas de le rencontrer? Je pense un peu, mais je suis pas du genre à faire le premier pas. Oui. Oui, mais en même temps, il va certainement vous le proposer, lui. Oui. Oui, vous n'avez pas l'air très emballé. Je suis déjà allée regarder sur Mappy comment aller jusqu'à sa ville. Ah oui, vous êtes quand même renseigné. Oui, ça vous titille un peu quand même. Je me suis dit, mais Odile, on dirait une gamine de 16 ans. C'est bien. 60. C'est très bien. Bon, quand on est un peu comme ça, en train de tomber amoureux, on n'a plus d'âge. Hein. Oui. Bon, mais autant si vous avez quelque chose qui passe entre vous, vous allez vous parler déjà au téléphone. C'est important quand même, ce qui peut se passer, la voix, et puis ce qu'il va vous dire aussi. Oui. Enfin, vous voyez comment si vous avez déjà un feeling ou pas au téléphone. Bon, donc ça c'est important. Alors, et puis après, rien ne vous empêche d'aller prendre un verre avec lui. Au départ, on n'est pas obligé de prévoir un déjeuner, un dîner. C'est un peu long quand on n'a rien à se dire. Hein. Oui. Donc, quand on se rend compte que finalement, il va pas se passer grand-chose, certainement. Donc, au départ, un verre, c'est pas mal. Parce que ça limite dans le temps. Vous voyez, si vous n'accrochez pas, s'il y a quelque chose, vous pouvez partir. Alors que quand on a d'emblée prévu un dîner, cela dit, vous pouvez toujours avoir une urgence, mais bon, c'est plus compliqué. Et puis dans un lieu, pas chez vous, ni chez lui, dans un lieu neutre. Voilà, vous vous rencontrez dans un endroit où vous aimez bien, où vous vous sentez à l'aise, ou ça peut être au contraire un message tout à fait impersonnel. Un lieu tout à fait impersonnel. Il habite à côté d'une ville que j'aime bien et où je vais de temps en temps faire les boutiques. Enfin, oui. Donc, je me disais qu'on pourrait se rencontrer là dans un café, un bar. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup cogité. Oui. Vous l'avez vu en photo ou pas? Oui. Par contre, moi, j'ai pas mis ma photo parce que j'arrive pas à rentrer une photo. Donc, j'ai pensé que, vu que j'ai son numéro de portable, j'ai une amie, ma gardienne est devenue une amie, là où j'habite. Et qu'elle me prenne en photo sur mon portable et que je lui envoie par MMS. Oui, il vous l'a demandé? Non. Non, mais c'est bon, c'est bien, il n'est pas... Non, il n'a pas demandé. Mais c'est vous qui avez envie de lui envoyer votre photo. Voilà. Aussi. D'accord. Alors qu'un autre homme voulait ma photo à tout prix, m'a envoyé déjà 2 messages sur le site et j'ai fini par répondre que je souhaitais pas donner suite à... Oui, il était trop pressant, trop insistant. D'accord. Voilà. Bon, celui-là se montre plus réservé, il vous brusque moins. Voilà, tout à fait. Oui, puisqu'au départ, le sens de votre appel, si je vois bien sur votre petite fiche, c'est que vous parlez depuis 15 jours sur ce site et vous vous demandez si vous avez bien fait de donner votre numéro. Voilà, vous dites que vous avez... Non. Je suis pas allée trop vite. Non, ça fait déjà 15 jours que vous parlez sur le site, vous donnez votre numéro. Bon, ça mange pas de pain, c'est à moins de tomber sur quelqu'un qui est un peu malade et qui va vous harceler, mais enfin, ça serait vraiment pas de chance. Et dans ces cas-là, au pire, on peut changer de numéro. Mais enfin, il a pas l'air du tout d'avoir ce profil-là, cet homme. Donc, on vous dit, à un moment, il faut bien aussi prendre le risque de rencontrer. Mais
mesuré, c'est-à-dire dans un endroit qui est neutre et puis vous verrez bien. Voilà. Mais c'est important de se rencontrer quand même sans trop tarder. Il n'y a pas lieu de se précipiter non plus, mais sans trop tarder, parce que sinon on commence à rêver, à imaginer, à fantasmer sur une relation. Et puis parfois, quand on se rend compte, la magie n'est pas au rendez-vous. Donc autant, voyez, autant voir un petit peu ce qu'il en est. Oui. Hein? Je comprends, oui. Voilà. Donc non, vous avez bien fait. Et puis écoutez, Oui, en espérant que la chance sera au rendez-vous. Je ne veux pas en parler à mes filles pour l'instant parce Oui. que c'est mon jardin secret. Et puis je veux pas qu'elles s'inquiètent pour rien, donc Oui. voilà. Oui, vous avez raison. Ça, c'est votre jardin secret. Il sera toujours temps, si avec cet homme, vous vous plaisez, que vous commencez une histoire, de leur en parler. Mais Voilà. pour le moment, c'est votre vie à vous. Qui m'a poussée un peu aussi à Oui, m'inscrire. c'est bien. Bon, elle, ça l'a rassurée. Je suis pas triste, que je sais plus quelle expression elle a employée pour me dire maman, Elle est un petit peu inquiète. savoir toute seule. Oui, ça les rassurait certainement de vous savoir accompagnée et soutenue. Mais bon, le dernière relation que j'ai eue en 2006, ça s'est terminé par une tentative de suicide de ma part. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas non plus me précipiter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à... C'est-à-dire que c'est ça. un homme que je connaissais depuis 15 ans. Il était notre voisin. Oui. Et puis, sa femme, lui, c'est sa femme qui est partie, qui lui a laissé élever ses 3 enfants, finir d'élever ses 3 enfants. Et quand il est venu me demander de sortir avec moi, ça faisait à peine un an que mon mari était parti, donc j'ai dit non. Oui. Parce que j'étais pas bien, j'étais encore toute... Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Et 2 ans après, il est revenu par téléphone, il m'a repris contact avec moi par téléphone. Il est venu chez moi et ce qu'il a voulu, c'était une relation, que sexuelle, quoi. Mm-hmm. Alors qu'il avait quelqu'un, une personne depuis 2 ans dans sa vie. Il m'a dit qu'il n'était pas marié, qu'il faisait ce qu'il voulait, que c'était son problème. J'ai dit non, moi c'est le mien aussi, moi je veux pas être une maîtresse. Et donc il partait en vacances avec elle, il faisait tout avec elle, des sorties. Et moi j'étais là, Mais parce que finalement, donc ça veut dire que finalement vous avez cédé, vous avez eu une relation avec... Ah oui, d'accord. Donc vous vouliez pas, mais en fait vous avez quand même eu une histoire avec lui, et c'est pour ça que après, vous espériez que ça évoluerait, qu'il quitterait cette femme. J'espérais qu'il allait quitter cette femme, et venir avec moi, quoi. Et c'est ce qui fait qu'à un moment vous avez fait une tentative de suicide quand vous avez vu que la situation n'évoluait pas. Voilà. Oui, mais vous étiez aussi peut-être à un moment de votre vie où vous étiez assez, forcément d'ailleurs fragile, et vous veniez de perdre votre mari. Oui. Vous voyez, il y avait une douleur certainement parce plus que profonde. Il est parti avec une personne de 13 ans plus jeune que lui. Donc c'est vrai que j'ai fait une dépression nerveuse suite à son départ. Et donc c'est vrai que cet homme sur ce site de rencontre me plaît, mais que je vous disais en début de conversation, j'appréhende un peu, quoi. Vous appréhendez de souffrir. Voilà. Mais oui, mais en même temps, Odile, c'est vrai que la meilleure façon de ne pas souffrir, c'est de ne rien vivre. Là, c'est sûr, il se passe rien, on prend pas le risque d'être un jour quitté ou moins aimé. Donc, mais à côté de ça, comme vous dites, on se prive aussi de beaucoup d'autres choses parce qu'on ne partage pas ce qu'on aimerait partager avec d'autres. Quand on peut sortir, être ensemble, aller se faire un resto, partager des choses, voyager, tous ces petits moments de l'existence qui sont, tout est décuplé quand on est deux. Tout à fait, oui. Donc, bien sûr qu'il y a toujours, on est tous concernés par ça, quand on vit une histoire d'amour, c'est qu'à un moment, l'autre nous aime moins et nous quitte. Il y a toujours ce risque. On n'y pense pas tous les jours, parce que sinon on deviendrait dingue, mais on sait que ça peut exister.
Bon. Pour autant, c'est vrai que vous, peut-être aussi, depuis le temps, vous avez quand même un peu grandi, évolué, et vous êtes rendu compte que quoi qu'il en soit, vous survivez, même si vous êtes seul, vous arrivez à faire face seul. C'est aussi ce que vous ont montré ces années de vie en solitaire. Oui. C'est que là où vous avez cru peut-être que vous ne vous remettriez pas de la séparation d'avec votre mari qui vous a quitté pour quelqu'un de plus jeune, et c'est toujours une profonde blessure. Hein, vous pensiez ne pas, et je pense que ça a été une accumulation de choses, parce que cet homme-là, dont vous étiez la maîtresse et qui finalement la relation n'évoluait pas, je pense qu'il y a pas, ça a été un élément déclenchant, mais c'est pas le seul. Votre souffrance, elle était aussi liée du départ de votre mari, liée au départ de votre mari. Bon. Donc aujourd'hui, vous avez certainement un peu pensé ces blessures, vous vous êtes rendu compte que même si ça fait mal, vous avez certainement trouvé en vous des forces, des ressources que vous n'imaginiez peut-être même pas. Oui, pour pouvoir faire face seul, voyez, c'est-à-dire que seul vous êtes senti abandonné, mais dans les faits, vous avez survécu, et non seulement vous avez survécu, mais vous avez pu vivre après, et déjà vivre pas si mal que ça. Bon. Finir d'élever mes filles seules. Quand j'ai dit à mon ex-mari comment je vais faire pour finir d'élever les filles, il m'a répondu par un gros mot que je ne veux pas vous dire à l'antenne, mais tu te débrouilleras. Oui. Méchamment, quoi. Mais il me rabaissait, mon ex-mari, il m'a jamais touchée physiquement, parce qu'il savait que j'avais déjà dit que si tu me touches un de mes cheveux ou un seul cheveu des filles, c'est moi qui pars, avec les enfants. Mais moralement, verbalement, il a été odieux pendant 2 ans avant de partir. Oui, oui. Oui, donc ça a été difficile. Et après, vous avez eu cet homme où vous aviez placé beaucoup d'espoir en lui, mais peut-être parce que déjà vous étiez très très déçu, très très meurtri, et ça ne s'est pas passé, mais comme vous avez voulu. Mais entre-temps, vous avez pu aussi vous renforcer. Donc il ne faut pas vous dire que là, ça va être pareil, si tant est que déjà, il faut voir si cet homme vous plaît, parce qu'il peut vous plaire sur une photo, et puis dans la réalité, ne pas vous plaire, parce que c'est pas qu'une question de photo et d'apparence, c'est aussi ce qui va se passer entre vous deux. Oui, voyez, si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez en confiance, il y a des personnes avec qui on se sent bien, on échange comme ça très vite, on se sent une proximité, une intimité avec elle, on peut, et puis d'autres, il y a rien qui passe, hein. Voilà, ça s'explique pas, ça. Donc, je comprends, et c'est bien normal, et c'est compréhensible que vous ayez plus de peur, parce que ça fait des années aussi que vous vivez seul, donc une rencontre, ça bouleverse toujours beaucoup, hein, ça perturbe aussi nos repères et nos habitudes, mais ça peut vous apporter que du mieux. Et si cet homme vous convient pas, ou si vous vous rendez compte, vous commencez un début d'histoire avec lui, et puis finalement, il y a des choses qui vous déçoivent ou qui ne vous plaisent pas, vous pourrez partir avant de vous faire mal aussi. Oui. Voyez, vous avez aussi cette possibilité-là. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Vous avez. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'âge, je pense, et les années passantes, je sais ce que je souhaite et ce que je ne veux pas. Voilà, c'est un des avantages de l'âge. Oui. Si je dois oui, il faut pas vous dire, je comprends que compte tenu de ce qui s'est passé, que vous avez peur que si c'est pour vous mettre très mal, autant à ce moment-là être seul, et c'est une façon de vous protéger aussi, hein, parce que si vous êtes resté aussi toutes ces années seul, c'est pas sans raison, vous êtes protégé après, et vous avez bien fait si vous vous sentiez très fragile et très vulnérable. Mais vous pouvez aujourd'hui, si vous sentez que une relation vous fragilise, à ce moment-là, vous êtes peut-être plus à même aujourd'hui d'y mettre un terme aussi. Oui, je pense, oui. Bon, puis vous pourrez me rappeler si vous voulez pour me dire quand vous l'aurez rencontré, qu'est-ce que vous en pensez, si vous souhaitez, d'accord ? Vous pourrez me donner de vos nouvelles. D'accord. Bon. Je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié de noter sur mon message là, par mail. Oui. Que j'aime trop votre rire. Chaque fois que vous riez à l'antenne, je ris avec vous. Ah ben merci. Merci Odile. Ah bon, ça vous fait rire, d'accord. Ouais. Bon.
Oui, vous Écoutez. avez un rire communicatif. Ah ben, vous n'avez pas ri, vous n'avez pas écouté l'émission vendredi de Michel Drucker, Faites entrer l'invité? Ah non. Ah, ben là, vous auriez bien ri, parce que franchement, il y avait toute l'équipe là d'humoristes, Willy Rovelli, Jérôme Commandeur, Oui. et les deux jeunes femmes, Charlotte Cabri et Camille, dont voilà le nom, je savais que j'allais avoir un trou de mémoire. Camille Chamou, bien sûr. Oui, ça, ils ont fait des dommage, sketchs oui. et c'était très très drôle. Vous savez pas écouter les podcasts? Si. Eh ben, alors vous pouvez l'écouter en podcast. Oui, je l'avais écouté Puisque vous avez en Internet et tout, vous pouvez l'écouter. C'était l'émission de vendredi, là, du 8 mars. vendredi. Voilà. D'accord. Bon, ben, je vous embrasse, Odile. Et Moi puis, aussi, et puis, merci de m'avoir pris à l'antenne. Ben, je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles quand vous l'aurez donnerai rencontré. des nouvelles, promis. D'accord? À bientôt, À alors. bientôt. Au revoir, Odile. Au revoir, Caroline. Allez, des messages qui arrivent. Vous avez, certains d'entre vous ont écouté vendredi l'émission de Michel Drucker. Il y a Sergio qui me dit oui, je me suis bien amusée. Ça fait plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, Sergio qui était en formation la semaine dernière et qu'on n'a pas eu parmi nous. Georges aussi, Sa Majesté, qui était à l'écoute. Et puis Jane qui me dit vraiment, ils n'ont pas été trop méchants. Sinon, nous aurions tous sorti nos griffes. Ils ont même été adorables, il faut bien le dire. Et puis Jane qui me dit allez, je vous écoute en ce moment en triant mes cassettes audio, faire du vide fait du bien à la tête, qu'on se le dise. Ça y est, c'est le grand ménage de printemps qui a commencé. Et puis, à propos du témoignage d'Odile, qui donc se demandait si elle n'avait pas été trop rapide en donnant son numéro de téléphone à un homme rencontré sur Internet. Olivia dit, moi j'ai rencontré mon ami sur un site aussi. On a commencé par aller boire un verre et c'est ce qu'il y a de plus sain au départ. Et puis Guillaume de Bayeux dit, moi j'ai trouvé l'amour au moment où je croyais que je finirais ma vie seule et pourtant j'en ai eu des déceptions. Mais il faut toujours y croire et garder l'espoir. Alors vraiment, bonne chance à vous. Et puis Pastel qui me demande si son message est bien arrivé par SMS au 7 39 21. Oui, je confirme, c'est bien arrivé. Dans ces cas-là, de toute façon, vous avez un message de confirmation Europe 1. Allez, on va accueillir maintenant Géraldine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Géraldine. Alors moi je vous appelle parce que j'ai eu un épisode d'angoisse très grave au mois d'octobre et j'ai été hospitalisée. Oui. Et on m'a diagnostiqué schizophrène. Donc j'ai un traitement qui fonctionne bien, que j'ai mis du temps à accepter de prendre. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de schizophrènes. C'est-à-dire que nous, on est tellement persuadés que c'est nous qui sommes normales et les autres non. Voilà. Vrai, Voilà. Donc bon, mais là, ça fait à peu près 1 mois que je le prends et je commence à en sentir les bénéfices. Oui. Vous vous sentez mieux là, c'est-à-dire il y a moins d'angoisse, moins de. Je me sens moins vulnérable. Ouais. J'ai moins de difficultés relationnelles. Ouais. Vous aviez des hallucinations? Oui. Mais pas ni visuelles ni. J'avais des hallucinations, mais dans le corps. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un dans le corps. Enfin bon, des choses très bizarres. Oui. Oui, des hallucinations kinesthésiques, on dit, oui, c'est ça, voilà. Vous sentiez, oui. Voilà, oui, je sentais quelqu'un, enfin bon, c'était assez affreux. Oui, donc c'est des angoisses, quand vous dites crise d'angoisse, c'est vraiment démultiplié par rapport aux angoisses classiques. Hein. Je vous confirme, oui, parce que je pouvais plus manger, par exemple, et vraiment, je me sentais comme disparaître, enfin bon. Oui, c'est vraiment de vraies angoisses de dépersonnalisation. Voilà, oui. Et j'avais eu un premier épisode à l'âge de 25 ans, mais mon père a souhaité m'envoyer vers un psychiatre alors que j'étais suivie par un centre médico-psychologique, parce que j'étais déjà adulte, j'avais déjà 25 ans, donc je me débrouillais toute seule et j'étais allée vers ce centre. Et puis mon père, tout d'un coup, a cru bon de s'occuper de moi et m'a envoyé vers un psychiatre qui m'a arrêté les médicaments, etc. Ce qui fait qu'en fait, après, j'ai été bien parce que j'ai été suivie par lui. J'ai été bien pendant 1 an et puis après, j'ai recommencé à faire n'importe quoi de ma vie. Donc jusqu'à cet automne, en fait. Et je vous appelle parce que j'ai 2 enfants qui ont 20 ans et 22 ans. Oui. Donc ils vont bien parce que je les ai élevés. En fait, c'est les 2 seules personnes en qui j'avais confiance en fait dans ma vie.
Donc, de ce fait, je les ai plutôt bien élevés, en fait. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, malgré votre maladie, vous avez pu ça déjà faire des enfants, ce qui n'est pas si fréquent, avoir des enfants et les élever, avoir une bonne relation avec eux. Voilà, mais bon, je les ai faits à 19 et 21 ans. Hein. Donc là, j'étais vraiment, j'étais déjà schizophrène de toute façon. Maintenant, je le sais, mais j'étais vous pas n'aviez du peut-être tout... pas, vous n'étiez peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore basculé dans la maladie à 19 et 20 ans. C'est ça, c'est-à-dire que vous aviez votre fond de personnalité, mais ça ne s'était pas déclaré. Exactement. Oui. Donc, comme j'étais en confiance avec eux, je les ai relativement bien élevés, mais en souffrant beaucoup, en étant souffrant. Enfin, ça a été très dur. J'ai changé 25 fois de travail. J'arrivais pas du tout à m'adapter nulle part. J'ai beaucoup souffert. Et bon, ça les a fait un petit peu souffrir aussi, d'avoir une mère comme ça qui fait un peu n'importe quoi. Bon. Mais ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Ils ont eu leur bac tous les deux. Oui. Voilà. Pour l'instant, ça va. Bon, j'ai un petit peu d'inquiétude pour mon fils, mais j'attends de voir parce que... Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, il ne fait rien depuis qu'il a eu son bac. Et il a une copine qui l'envahit beaucoup, qui est très autoritaire avec lui. Et il se laisse un peu embarquer dans ces histoires-là. D'accord. Oui. Voilà. Donc, je sais il avait un projet avant de rencontrer cette jeune fille ou... Pas vraiment. Non. En même temps, c'est pas forcément lié pour le coup à ce que vous avez vous. Il y a beaucoup de jeunes qui, à cet âge-là, se cherchent aussi. Oui. Mais vous avez raison, en même temps, de vous en inquiéter dans le sens où de rester vigilante, parce que c'est vrai qu'il est important qu'il ait un projet pour aller bien et de pas s'investir complètement dans la vie de sa copine. Et il faut qu'il pense aussi à sa vie à lui, à construire sa vie. Oui, mais vous paraissez très, très, très vigilante, très concernée, très, très proche d'eux, en tout cas. Oui, je suis très proche d'eux. Mais justement, c'est pour ça que je vous appelle, c'est parce que comme je suis diagnostiquée seulement depuis octobre, j'ai besoin... Alors, en fait, je sais pas trop comment ils peuvent me voir. Est-ce qu'ils me voient comme une malade? Est-ce qu'ils me perçoivent comme une malade? Est-ce qu'ils me perçoivent encore comme leur mère comme avant? C'est ça. J'arrive pas trop à me positionner. À leur expliquer simplement, quoi. Je pense qu'ils vous perçoivent, Géraldine, comme leur maman. Enfin, comme leur, vous les avez élevés comme plutôt bien, compte tenu quand même de votre maladie, puisque vous dites ils vont bien, vos enfants. Ils n'ont pas de problèmes particuliers, de troubles particuliers. Ils n'ont pas développé un moment d'être agressifs avec vous. Ils sont pas déprimés. Enfin bon, ils vont plutôt bien, vos enfants. Donc vous êtes leur maman, et c'est parce qu'on a posé le diagnostic de schizophrénie, mais vous me dites qu'on l'avait posé déjà à 25 ans. Oui, mais j'avais pas écouté. Vous ne l'avez pas, pardon? J'avais pas écouté ce diagnostic, j'avais pas entendu pour D'accord. parler. Oui, mais dans les faits, vos enfants étaient déjà là dans votre vie et pour des enfants, ils voient leurs parents avant tout, plus que sa maladie. Vous ne vous résumez pas. On ne se résume jamais à sa maladie, même si c'est vrai que la schizophrénie est une maladie très particulière qui quand même... puisqu'elle touche à la personnalité même du sujet. Donc c'est vrai que c'est très envahissant. Mais quand on vous entend parler, on voit bien que lorsqu'il y a différents déjà degrés dans la schizophrénie, et il y a différentes formes de schizophrénie, et on voit que quand les personnes prennent leur traitement, elles sont bien stabilisées. Oui. Parce que franchement, quand on vous entend parler, personne ne pourrait dire que vous souffrez de schizophrénie. Non, bien sûr. Oui. Alors, vos enfants, je comprends vos préoccupations. C'est que vos enfants, bien sûr, eux, vous êtes dans une intimité avec eux. Or, c'est une maladie où, justement, tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, du relationnel est très problématique. Parce que, comme vous dites, vous pensez tellement que votre réalité intérieure, psychique, c'est la réalité, c'est le propre de cette maladie, de plus faire la différence entre sa vie intérieure, ses fantasmes, et la réalité. Donc vous pensiez que c'était les autres qui n'allaient pas bien. Oui. Donc c'est même pas du déni, c'est plus fort que ça dans cette maladie, c'est-à-dire que ça coupe de la réalité.
Ouais, oui. Ça coupe vraiment de la réalité. Donc oui, il peut y avoir des réactions qui sont notamment au niveau des émotions. Vous ne percevez pas les émotions comme nous tous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça peut être parfois un peu inadapté. Voilà, oui. Donc avec des enfants, oui, ça peut être un petit peu embêtant parfois parce que un enfant qui a besoin d'être consolé, qui pleure, bon, je sais pas. Non, mais avec eux, j'ai été très très à leur écoute tout le temps. En fait, je crois que je dois pas avoir un degré très très avancé, mais bon. Non, à vous écouter, on voit bien. Et d'ailleurs, je vous remercie. D'ailleurs, il y a Chloé qui envoie un petit SMS pour dire merci de votre témoignage courageux, parce que la schizophrénie est mal connue et donc est sujette à beaucoup de clichés. Et elle a raison, Chloé. C'est une maladie, malheureusement, où il y a beaucoup de clichés, c'est le mot, où beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés, parce qu'on en parle toujours, et vous le dites dans votre mail, hein, Géraldine, on en parle quand il y a un fait divers, et souvent un fait divers tragique. Or, c'est une minorité. C'est une minorité le fait qu'une personne schizophrène s'en prenne à autrui. Oui, c'est parce qu'elle prend pas son traitement à chaque fois. En plus, forcément, et même des schizophrènes qui ne prennent pas leur traitement, parce que il y en a qui, et pour autant, ne vont pas s'en prendre à autrui. Oui, bien sûr. Oui. Donc, oui. C'est une maladie où il y a beaucoup de colère sous-jacente quand même. Hein. C'est un peu. Bien sûr, et d'une grande violence, mais la violence qui peut aussi se retourner contre le patient lui-même, bien sûr. Oui. Et j'avais aussi une autre question, c'est par rapport à mes parents qui, eux, sont complètement dans le déni. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas savoir que je suis malade. Pour eux, je ne suis pas malade et ils me font, chaque fois que j'ai un contact avec eux, je n'ai que des reproches. Et ça, je sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Alors, je me disais, est-ce qu'il vaut mieux que je les vois plus du tout ? Je pense que c'est peut-être mieux pour moi, en fait. Ils vous font des reproches par rapport à quoi ? Par rapport à ma situation actuelle, par rapport à mes précédentes situations, même par rapport aux choses que j'ai pu faire dans mon adolescence, au travail que j'ai eu et que j'ai abandonné à chaque fois parce que j'étais mal à l'aise, parce que j'étais pas bien. Et voilà, donc en fait, c'est une relation, ils ne me font que des reproches, ils comprennent pas que si je me suis comportée comme ça, c'est parce que j'étais atteinte d'un trouble. Et bien sûr, oui. Ils n'admettent pas que tous vos différents comportements sont liés à cette maladie aussi. Donc voilà, il y a des moments où vous n'êtes pas du tout responsable, vous ne maîtrisez pas. Oui. Ils se protègent en n'acceptant pas ce diagnostic. Voilà, mais je trouve ça très injuste. Oui, bien sûr, parce que du coup, ça crée un différend entre vous. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Oui. C'est ça, exactement. Et vous leur avez pas dit que... Quand vous leur dites que vous venez de voir un médecin, que vous avez donc un traitement, qu'il a posé le diagnostic de schizophrénie... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que vous racontez des histoires ? Que c'est le médecin ? Je ne suis pas schizophrène, oui. Qu'on pose un mot sur quelqu'un. Moi, je suis schizophrène, moi, je suis ceci, moi, je suis cela, mais que non. Oui, mais c'est pas n'importe qui pose ce mot. C'est un spécialiste, c'est un psychiatre. Or, quand on pose ce diagnostic, on ne le fait pas légère. Parce qu'encore une fois, ce terme qui désigne une réalité bien précise d'une maladie mentale est utilisé maintenant à tout bout de champ, y compris dans les médias d'ailleurs. Oui, on parle d'attitudes schizophréniques des politiques. On parle pour dire comme s'il y avait que dans le même temps on avait des sentiments contradictoires. C'est souvent pour faire référence à cette réalité-là et prouver avoir dans le même temps des attitudes ou des sentiments contradictoires. Mais ce qui n'a rien à voir avec la schizophrénie. Mais c'est vrai que c'est un mot qui s'est terriblement banalisé. Donc vos parents, vous pourriez leur dire que c'est pas n'importe qui pose ce terme, ce n'est pas vous, c'est un médecin et c'est des médecins que vous avez consultés et qui tous posent ce diagnostic-là. Vous pourriez leur dire, appelez mon médecin ou rencontrez-le. J'ai l'impression que... Enfin, rencontrez-le, c'est votre médecin, c'est pas vos parents, c'est votre vie, votre espace à vous. J'ai l'impression que... En fait, parce que mon père a fait la démarche d'aller voir, parce que je suis suivie dans un CMP, et ma sœur a voulu rencontrer quelqu'un sur place, et mon père est allé avec elle, donc ils ont rencontré
la directrice du centre, qui est psychiatre bien sûr, mais ils sont toujours, mon père est toujours persuadé que je ne suis pas schizophrène, que je peux vivre tout à fait normalement, que tout est de ma faute en fait. Oui, c'est ça. Donc, ils vous rendent, vous, responsable, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître les conséquences que peuvent avoir cette maladie. Et où, encore une fois, c'est vrai que vous faites face, enfin, vous êtes très bien, vous paraissez bien structuré, bien stabilisé. Donc, c'est pour ça aussi que vos parents se protègent en étant dans un déni de cette réalité. Oui. Oui, c'est-à-dire que vous dépensez beaucoup d'énergie à vous épuiser, à leur dire ce qu'il en est, et vous faites ça face à des gens comme s'ils étaient sourds, ils ne veulent pas vous entendre. Donc c'est vrai que ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il en dit, votre psychiatre ? Vous lui en parlez, j'imagine, quand vous le voyez C'est vrai que je lui en ai pas parlé de ça. Je lui ai pas dit. Lui, il est persuadé, comme ils ont fait la démarche de venir, il est persuadé il est persuadé. Je veux dire, je pense qu'il croit que ça a été accepté dans ma famille. Or, ça n'est pas le cas. De venir, oui, c'est important que vous en parliez. Parce qu'il pourra aussi vous conseiller. Parce que quand vous dites qu'ils ont fait la démarche de venir, c'est-à-dire de le rencontrer ? Ma sœur a pris contact avec le CMP pour savoir ce que j'avais en fait. Et récemment là ? Oui. Enfin après mon hospitalisation vers le mois de novembre-décembre. D'accord. Et votre psychiatre a dit ce qu'il en était ? Voilà. D'accord. Oui. Avec votre accord, j'imagine, de toute façon. Non, en fait, ils l'ont pas fait avec mon accord, mais bon, tant pis. Enfin, à la fois tant pis, à la fois tant mieux, puisque maintenant ils ont vu quelqu'un, donc normalement ils devraient prendre en compte mon Et votre sœur est dans le même déni que vos parents ? Non, ma sœur, elle est beaucoup plus réaliste. Oui. Mais parce que ça l'affecte moins. C'est-à-dire que vous voyez, vos parents vous chargent vous rendent responsable par rapport à des comportements que vous avez pu avoir. Et ce qui est dommage, c'est que si vous voulez, là aussi, dans cette maladie qui est encore pas très bien connue d'ailleurs, hein, on fera certainement des progrès là-dessus. Il y a de multiples facteurs qui en sont à l'origine, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui échappent aux médecins. Mais pendant longtemps, on a terriblement culpabilisé les parents et en particulier les mères. Oui. Et ça a été terrible, ça a été très lourd de conséquences parce que les parents déjà qui étaient très tristes de voir la souffrance de leur enfant, et en plus on leur disait qu'ils étaient responsables. Et beaucoup de psys ont fait du mal à ce sujet-là, hein, en disant. Donc, si vous voulez, vos parents qui peut-être ont lu des choses, voyez, même s'ils ne vous le disent pas sur la schizophrénie, où il y a eu à un moment malheureusement tout ce discours qui n'a plus lieu d'être, et heureusement, parce que c'est terrible, c'est complètement à côté de la plaque en plus. Hein, c'est important que les parents. Disons que j'avais un terrain sensible et qu'en plus mes parents n'ont pas été de très bons parents. Il y a des facteurs environnementaux, il y a beaucoup de choses. Bon. Tout à fait, oui. Mais oui, je sais parce qu'enfant, je me sentais beaucoup mieux à la campagne, par exemple, qu'en ville, où je vis, mais où je vis pas très très bien, pas très bien sereinement, pas très sereinement. Mais si vous voulez, donc vos parents, plutôt que certainement parce que il y a quelque chose qui est trop douloureux pour eux, comme vous dites, il y a peut-être des carences, des défaillances, des choses. Bon, ils préfèrent dire non, c'est pas ça. Voilà. Oui, c'est une façon de se protéger. Je me demande si je dois encore les voir, parce que moi, ça me met très en colère, qu'ils me reprochent des choses. Déjà, en plus, encore s'ils reconnaissaient pas que je sois malade, mais qu'ils ne me reprochent rien, ça irait, mais là, ce n'est que reproche. C'est que reproche, et ce n'est que, oui, prends-toi en main, fais ci, fais ça, mais bon, c'est pas si simple pour moi. Enfin bon. Oui, vous pouvez leur dire, vous ne voulez pas entendre ce que je vous dis, mais c'est pas si simple, et que déjà vous faites face avec beaucoup de courage, hein. Vous avez vraiment déjà pour avoir élevé vos enfants. Leur père était présent, vous les avez élevés seuls? J'ai un peu forcé la main du papa pour qu'il soit présent un week-end sur deux et tous les mardis soirs quand même, parce que je me suis rapprochée physiquement, géographiquement plus exactement, de lui pour que les enfants puissent le voir, parce que moi j'ai souffert du manque de père, donc je voulais pas que mes enfants souffrent du manque de père. Donc oui, il a assumé son rôle de père. À distance, parce qu'on ne vit pas ensemble, mais il l'a assumé.
Et le problème, c'est que vous êtes tellement bien adapté, entre guillemets, je vais dire, que, vous voyez, ça entretient certainement vos parents dans le déni. Parce que vous n'avez, en plus, vous n'avez pas eu d'hallucinations visuelles ou auditives. Tout se passait à l'intérieur de votre corps, donc ça pouvait passer pour de grosses crises d'angoisse. Mais voilà, Mais vous savez, depuis que je suis enfant, je protège mes parents parce qu'ils m'ont fait quand même du mal. Et depuis vraiment l'enfance, je les protège en fait en m'isolant, en étant malheureuse, mais sans le dire, et donc en ayant des comportements sans doute un peu bizarres, un peu. Donc il faut prendre soin de vous et vous protéger. Alors après, moi, c'est pas à moi de vous dire. Vous comprendrez bien, Géraldine, si vous devez un moment un peu mettre de la distance entre eux. Je crois que c'est vraiment avec votre psychiatre qui vous connaît le mieux que vous pouvez en parler, puisque justement c'est quelque chose qui engendre chez vous beaucoup de colère, Or maintenant, il faut que vous ayez une vie le plus calme possible, la plus stable possible. C'est important, ça, pour l'évolution de votre maladie. Donc, avec votre psychiatre, vous pouvez lui dire, malgré le fait que vous avez été hospitalisé, que votre sœur a appelé, vos parents ne veulent toujours pas entendre et ça vous met très en colère. C'est important, ça, d'en parler avec lui. Parce que lui pourra vous dire, voyez, par rapport aux questions que vous posez, est-ce qu'à un moment, plutôt que d'essayer de les convaincre, qu'ils vous entendent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez, vous pouvez lui dire que vous vous sentez très démunis par rapport à ça. Vous avez déjà votre sœur qui, elle, a entendu et a compris. Donc c'est déjà une alliée pour vous. C'est important, ça. Même auprès de vos parents, elle va pas faire comme vous sans arrêt le répéter, mais elle peut quand même être un messager. Mais vous savez, le déni, c'est un mécanisme de défense. Donc, il n'y a pas plus sourd que celui qui veut pas entendre. Justement, c'est pour se protéger d'une réalité qui est insupportable. Donc, il y a une partie d'eux qui sait en même temps, puis une autre qui veut pas savoir. Mais l'important, c'est que vous pensiez à vous et que vous en parliez avec votre psychiatre. D'accord, je vais le faire. Merci pour vos conseils, vous m'avez très bien comprise. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci Géraldine de votre témoignage. Au revoir. Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Alors il y a Alain qui dit à propos du témoignage de Géraldine qui nous parlait de sa maladie, la schizophrénie, il dit c'est incroyable la clairvoyance de Géraldine sur sa maladie et sa maîtrise. Bravo et vraiment courage à elle. Oui, mais c'est très intéressant d'entendre, ça va beaucoup à l'encontre des idées reçues aussi, le schizophrène qui serait complètement dans ses propos déstructurés et autres. Ça montre que quand la personne prend un traitement et qu'elle est ce qu'on appelle stabilisée, on peut tout à fait, elles peuvent vivre à peu près normalement. Et ça, c'est important de le dire parce que on véhicule encore. C'est une maladie qui est très difficile, très complexe et qui occasionne beaucoup de souffrance aux personnes qui en sont atteintes et bien sûr aussi à l'entourage. Mais pour autant, elle ne mérite pas le traitement que l'on en fait, en particulier le traitement médiatique, où là, on est vraiment dans les gros clichés, dans les choses qui font peur. C'est une maladie déjà suffisamment pénible, angoissante pour pas en rajouter. Et puis alors, des messages aussi, vous êtes taquins, hein. Il y a Georges et Sergio, ils sont comme chat et chien, mais en fait, ils devraient s'entendre comme larron en foire, parce qu'ils ont le même humour. Ils me disent, oui, j'ai parlé donc dimanche prochain. Je dis, il y aura en principe Nicole Prieur dans ce studio pour parler de la famille, mais vous avez de la mémoire, c'est vrai qu'elle devait venir en janvier, Nicole Prieur, et que ce jour-là il avait neigé, et donc l'émission avait été annulée. Et vous êtes en train de me dire, vous me faites flipper, parce que dites, la neige est de retour, hein. Alors pour Nicole Prieur dimanche,
c'est pas gagné. Parce que Georges dit, je la connais moi, bien, mais elle est très gentille, très compétente, mais dès qu'il y a de la neige, elle sort pas de chez elle. Donc écoutez, c'est vrai que là je me dis, c'est quand même... Et en plus j'en ai parlé avec Nicole Prieur au téléphone, j'ai dit, bon, on prévoit donc un rendez-vous, parce que vraiment j'avais envie de la faire, cette thématique sur la famille, en mars. Et je me suis dit, quasiment, ça va être le printemps, une semaine plus tard, on n'aura pas de neige. Et on avait ri, elle me dit, oh ben non, franchement, de la neige en mars. Et si, c'est vrai qu'on vient d'entendre les prévisions, la neige revient. Non mais là, moi je veux pas le savoir, hein. Je lui mets des chaînes aux pieds, mais il faut qu'elle soit présente dimanche prochain. On n'annule plus. Je vais la chercher sur mon dos s'il faut. Et puis c'est Sergio aussi qui disait, ouais, c'est pas gagné, hein, parce qu'il y a de la neige dimanche. Alors également des messages qui arrivent par mail pour Odile qui nous parlait de cet homme rencontré sur un site de rencontre. Mathéo dit, j'ai travaillé pour un site de rencontre, j'étais profiler et notre métier est justement de faire en sorte de mettre en relation des profils compatibles. Sophie dit, après de nombreux premiers rendez-vous ratés l'année dernière, j'ai passé une excellente première soirée avec une personne d'un site de rencontre. Nous sommes ensemble depuis 2 mois. Nous avons passé des heures à parler dès le premier soir. Il m'avait invité au restaurant. Voilà, mais il y a de très belles rencontres qui se font. Et puis, il y en a qui voulaient qu'on en parle de ces sites de rencontres. Ben, vous pouvez m'appeler au 39 21. Allez, on va accueillir maintenant... Ah oui, et puis l'album, me rappelle Fabrice dans le casque pour Jo, qui dit que l'album Feelings de Vigon, Bami et Jay, ce sont 3 chanteurs, va être disponible le 25 mars prochain. Donc voilà, il fallait demander et très bientôt vous allez pouvoir l'écouter en boucle chez vous. Bonsoir Mireille. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre, enfin personnellement, disons, de vous parler. Je veux vous dire que j'apprécie beaucoup votre émission et que je vous aime beaucoup, voilà. Oh merci, c'est gentil. Merci Mireille. Voilà, c'est une petite introduction. Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème par rapport à un de mes petits élèves. Je donne des cours de piano. Oui. Et il se trouve que, dans la salle attenante à mon piano, à ma salle de piano, il y a, bien sûr, il y a des toilettes pour les élèves, leur maman, enfin, etc. Et l'autre jour, quand j'ai mis un petit peu d'ordre, et enfin je fais un peu de ménage dans mes locaux de temps en temps quand même, j'ai remarqué une inscription tout à fait désagréable et vulgaire et des plus grossières sur une grille. Vous savez, je laisse toujours traîner des mots croisés, des grilles de sudoku, des choses comme ça, pour occuper en cas d'attente. Oui, oui. Et sur une des grilles, j'ai vu une inscription, mais vraiment que je n'oserais même pas dire à l'antenne, tant elle est grossière, vulgaire, elle est même à caractère pornographique, avec des gros mots, et il est question du sexe masculin, donc je me dis, c'est un garçon de mes élèves. Ça peut pas être une fille qui écrit cette chose-là. Mais qui était à qui vous était destiné? Oui, qui m'est destinée, et très insultante, voilà, oui. Avec, plein de gros mots. Enfin, wow. Un de vos élèves qui s'est bien défoulé. Alors, la séance s'était pas bien passée, il était énervé, il allait se défouler sur les grilles de Sudoku. Je vous dis, Caroline, en général, ça se passe très bien parce que je suis pas du genre, vous savez, j'aime bien une pédagogie douce et puis voilà, beaucoup de confiance et on s'amuse beaucoup. Les élèves et moi, on est très complices, ça se passe très bien. Oui. Mais là, j'ai un petit garçon qui a une dizaine d'années, qui est toujours dans la révolte et dans le refus de tout ce qu'on peut lui demander de... C'est quand même basique, enfin, ne serait-ce que de garder, d'essayer d'avoir une position correcte des mains au bout d'1 an de cours. Je veux dire, il aurait pu au moins faire un effort pour... Vous voyez, alors dès qu'on le reprend un petit peu sur ce genre de choses qui me paraissent essentielles, enfin, la moindre pédagogie veut que je sais pas, le prof veut que l'enfant progresse un petit peu. Il est dans le refus total, tout le temps. Alors, je l'ai bien sûr dit à sa maman pour lui dire, écoutez, vous perdez votre temps, votre argent, mais elle ne veut rien savoir. Non, il va continuer. Bon, très bien. Mais je crois bien que ça l'ennuie profondément. Pourtant, j'essaie de trouver tout. Oui, vous avez essayé malgré de l'intéresser, mais il est dans l'opposition. Voilà. Oui, mais cet enfant, lui, n'a peut-être pas envie de prendre des cours de musique. Alors, c'est ça, c'est tout le problème quand ce sont les parents qui insistent, qui imposent
comme ça une activité à un enfant, alors que cet enfant n'a pas envie, n'en a pas le désir. C'est le désir des parents. Voilà. Et vous avez bien fait d'en parler à la mère, mais vous dites que la mère ne veut rien entendre parce que voilà, elle veut avoir un enfant musicien. Bon. Il vient avec sa petite sœur, tous les deux partagent l'heure là, et elle me dit mais non, ils sont très contents de venir, ça leur plaît. Moi j'ai envie qu'ils fassent de la musique, mais eux aussi. Non, il n'y a pas de problème. Mais dans la semaine, ils totalisent un quart d'heure de travail, vous voyez, un quart d'heure dans la semaine. Alors moi je leur dis c'est pas du tout sérieux. Et alors voilà, quand c'est oui, mais c'est terrible quand les parents sont dans un tel refus, c'est-à-dire qu'ils se projettent complètement sur leur enfant et ils ne sont pas du tout à l'écoute de l'enfant. On n'a pas à imposer une activité comme ça artistique à un enfant ou sportive ou enfin quelle que soit l'activité. On peut au départ proposer, c'est-à-dire que parce que l'enfant peut-être lui-même, il y en a des enfants qui spontanément les sentent intéressés par telle ou telle chose et ça peut évoluer au fil du temps. Mais parfois on peut leur proposer, dire tiens la musique, c'est pourquoi pas les amener vers ça. Mais quand on sent que vraiment l'enfant n'accroche pas, on n'a pas à leur imposer quelque chose. Mais là, il y a des parents pour qui ça flatte leur narcissisme, de dire mon fils fait du piano, ma fille fait du piano, du violon, voilà, il y a un côté comme ça très gratifiant au mépris de l'enfant. Oui, mais moi c'est ce que j'essaie de faire entendre à la maman, mais voilà, en effet, ça en reste là. Et alors, c'est la première fois qu'un élève se retourne, enfin, j'allais dire contre moi. C'est idiot de dire ça. Il n'a pas contre moi. Il est peut-être très mal dans sa peau, ce gamin, d'être obligé de faire ça. Je sais pas. Mais il est en colère, en tout cas, et peut-être que la colère qu'il n'exprime pas ou qu'il n'ose pas exprimer vis-à-vis de sa mère, c'est vous qui prenez. C'est-à-dire que peut-être justement chez lui, il n'ose pas, c'est sa mère, et il y a quand même quelque chose d'un peu frappé d'un interdit. Il est encore jeune, il a 9 ans, c'est ça ? Oui, 10 ans. Donc 9-10 ans. Mais du coup, c'est sur vous qu'il peut reporter toute sa colère, toute son agressivité. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire après ça ? Est-ce que je dois... Bon, voilà, je n'ai rien vu, je n'en sais rien, je fais celle qui n'a rien vu. Vous avez raison, parce que, même si vous avez de forts soupçons sur cet enfant, vous n'en avez pas vraiment la preuve, et ça sert à rien de lui mettre son forfait sous les yeux. Bon. Ah oui. C'est pas la peine tout que, même entre lui et moi, que je lui fasse une allusion ou... Non, même pas. Je pense que si vous voulez, non, parce que vous n'en avez pas. Vous, bien sûr que vous pensez que c'est lui, mais vous n'en avez pas vraiment la preuve. Vous pouvez plutôt parler par rapport à son attitude et en disant que vous avez bien compris que il est pas content d'être là. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que tacitement, il saura aussi que vous faites référence peut-être à ça, mais que vous sentez qu'il n'est pas content d'être là. Vous savez qu'il n'est pas content d'être là. Et oui, mais pourtant je le lui ai dit souvent, mais très gentiment, en lui disant écoute, si tu n'aimes pas ça. Mais vous pourriez dire, puisque la mère ne veut pas, ne veut pas entendre, vous pourriez dire, il est inutile de persister parce que votre fils, pour le moment, n'est pas. Il s'agit pas de dire il n'est pas doué, il n'est pas, parce que c'est même pas de ça dont il s'agit, c'est qu'il n'est pas. Il s'agit pas d'être blessante ou quoi que ce soit, mais dire votre fils. Non, il n'est pas prêt et tant qu'il est dans la contrainte, ça ne marchera pas. Je ne pourrai rien faire. Mais je le lui ai dit. Et dire déjà. Ça ne sert à rien, vous dépensez finalement votre argent, votre temps pour rien, parce que pour le moment, ça ne lui est pas profitable et même ça lui est préjudiciable. Mais c'est ce que je lui ai déjà dit en lui disant que à force de stagner comme ça dans un niveau, mais comme s'il commençait cette semaine, quoi. Je veux dire, il ne progresse absolument pas. Eh bien, il va se dégoûter de toute façon. Enfin, je sais pas. Où est le plaisir à rabâcher les mêmes trucs Mais il faut lui dire, écoutez, moi je suis désolée, mais non, je ne souhaite pas le prendre parce que c'est pas une bonne chose pour un enfant de rabâcher comme ça. Ouais.
Mais parce que alors le risque, c'est que moi ce que je crains, c'est que la mère veuille persister et va vouloir aller l'inscrire ailleurs. Parce que si elle est vraiment aussi fermée que ça, vous lui avez demandé pourquoi elle tient autant à ce que son fils fasse de la musique ? Non, c'est vrai, j'ai pas demandé vraiment la raison pour laquelle. Je sais pas. Elle est musicienne, la mère ? Non, pas du tout. Ah oui, elle est dans ce qu'elle a pas fait elle aimerait. Que son fils le fasse. Bon, il faut dire qu'elle m'a été envoyée, cette dame, par des amis les parents ont eu des enfants qui sont venus chez moi et qui étaient très contents. Alors voilà, elle s'est dit, bon, tiens, il va faire comme les petits copains, c'est bien, on va chez Mireille. Et voilà, c'est je crois, la motivation. Puis bon, voilà, c'est une le petit conservatoire de Mireille, là. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas la voix, vous avez une voix moins fluette que Mireille. Mais peut-être qu'il faudrait lui dire, parce que sinon elle peut se vexer et puis elle va aller immédiatement l'inscrire chez quelqu'un d'autre. Et pour cet enfant, ça ne sera pas une bonne chose. Dire, votre fils a forcément une envie, un talent pour quelque chose. Mais là, la musique, peut-être qu'un jour, quand ça viendra de lui-même, mais pour le moment, non. Il se braque, il se bloque, et du coup, c'est pas bon. Vous lui dites que vous ne pouvez pas travailler de cette façavez Peut-être justement vous mettre des limites qu'elle ne met pas, parce qu'en plus je trouve que de votre part, vous avez vraiment une éthique. Vous pourriez dire tant pis, après tout, moi je reçois cet argent voilà. Mais on sent que vous avez à cœur de bien faire votre travail et ça ne sert à rien de vouloir imposer quelque chose à un enfant qui n'est pas motivé pour ça. Mais voilà. Donc est-ce que vous avez demandé à votre enfant ce qu'il aimerait faire, ce qui l'intéresse, ce qu'il aimerait faire? Oui, c'est vrai, je vais lui poser la question. Finalement, de dire, parce que ça lui serait plus profitable, et peut-être qu'un jour il viendra à la musique, et peut-être pas du tout d'ailleurs, parce que c'est l'envie de sa mère, et c'est une façon, d'ailleurs, plus il sent peut-être l'envie de sa mère derrière, plus il s'oppose, et du coup son agressivité, il l'exprime, vous voyez, avec vous, mais parce que il ose peut-être pas affronter sa mère directement, mais dans les faits, il est quand même dans une conduite d'opposition. Mais alors moi, ce qui me sidère, c'est qu'un enfant de cet âge-là puisse avoir un vocabulaire pareil, écrit. Ah oui, ça, dans les cours d'école, ça évolue. Ils ont des choses. Alors, ils manient parfois des mots, un langage, ils ne savent pas toujours ce qu'il y a derrière. Hein. Oui, mais ils manient des. Les gros mots, ça a toujours existé et ça a évolué. C'est vrai que c'est plus cru aujourd'hui. Ah oui, alors là. C'est plus cru. Oui. À peine si je les connais, hein. À mon grand âge. Oui. Voyez, on apprend toujours des plus jeunes que soi. Voilà. Non, mais c'est vraiment important de voir avec la maman, gentiment pour qu'elle se sente pas blessée, mais de dire, vous savez, je crois que là, c'est dommage parce que pour votre fils, il se braque, je le sens pas bien, et c'est pas une bonne chose. Il s'agirait pas de lui dire qu'il a pas de talent, parce on sait pas de quoi il s'agit. Non. C'est qu'il n'est pas motivé et qu'il est pas bien. Du coup, pour lui, les cours, c'est pénible, et du coup, ça le devient aussi pour vous, et que vous pouvez pas faire du bon travail. Donc non, vous n'envisagez pas de continuer dans ces conditions-là. On fait pas rentrer de force quelque chose à un enfant. Bon. Il faut qu'il y ait quand même du plaisir. À la base, on apprend, vous savez, on a tous appris, et les enfants apprennent en jouant, en s'amusant. Ce que vous faites dans votre pédagogie, vous cherchez à les intéresser, à les amuser. Si ça ne prend pas, la pédagogie, voilà. Donc vous avez le droit aussi de mettre vos limites, vous. Et justement, je trouve ça d'autant plus respectable. Enfin, on ne peut que d'autant plus respecter votre travail. C'est-à-dire que vous le faites pas dans un but mercantile de dire c'est un client de plus. C'est de dire non, on peut pas faire du bon travail dans ces conditions-là. Voilà. Et lui dire que son fils a certainement quelque chose qui le motive, un désir, un talent, et qu'il faut simplement lui demander peut-être qu'est-ce qu'il a envie de faire. Oui, ne serait-ce que peut-être changer d'instrument, tout simplement. Mais peut-être. Parce que, voilà. Exactement. Il avait gratté un peu une guitare quelquefois et ça lui plaisait. Alors que là, avec le piano, ça fait quand même des lectures de notes et des choses qui doivent lui casser les pieds. Et voilà.
Mais vous avez raison, parce que je dis peut-être c'est la musique en général, mais enfin il y a plein d'instruments différents, donc vous pouvez dire à cette maman, là non, mais la guitare, la guitare d'accompagnement, il n'a pas besoin de lire les notes, il peut faire des grilles d'accords. Exactement. Voilà. Oui, je vais peut-être suggérer ça. Et en vous positionnant en disant que vous travaillez dans ces conditions, c'est pas possible parce que c'est pas du bon travail et que vous sentez qu'il n'est pas bien. Moi, je veux vous dire, ça m'ennuie beaucoup. Mais ça serait bien si vous pouviez parler avec elle parce que vous voyez, sinon, je vous dis, elle peut aller s'inscrire chez quelqu'un d'autre et auquel cas pour l'enfant, il n'y a pas de bénéfice, quoi. Donc, si elle peut vous entendre du fait de votre expérience avec les enfants et de dire, ça vaut le coup à ce moment-là, demandez-lui, posez-lui la question aussi de qu'est-ce qu'il aimerait faire. Oui. Et il vous en sera très reconnaissant, cet enfant. Et finalement, il va s'en vouloir d'avoir mis ses grossièretés sur. Mais bon, ça aura au moins servi à quelque chose. Oui, peut-être. Voilà. Donc. Mais enfin, c'était plus adressé à sa maman, je pense, qu'à vous. Mais bon, c'est vous qui avez pris. Oui, donc je ne lui en parle pas du tout, je fais comme si rien n'était. Non, je crois pas. Non, parce que je pense que il exprime qu'il est pas bien et tout, mais il a fait ça dans une grille. Il pensait pas forcément que vous alliez tomber dessus non plus. Enfin, c'est pas la peine de le mettre devant son. Quand même. Ça sert à rien de le mettre devant son. Ça fait pas avancer grand-chose. Que si une autre maman était tombée là-dessus, ça. Elle aurait bien compris que c'était un enfant. Bon. Je vois un petit peu la tête d'une dame qui tombe. C'est des trucs d'enfant, oui. Bon, mais c'est non. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de. C'est que cet enfant, de toute façon, vous l'auriez pris sur le fait, oui, vous auriez pu en parler. Mais là, non, vous l'avez pas pris sur le fait, donc il peut toujours dire c'est pas moi et tout. Ça va vous mettre dans une situation compliquée. Il vaut mieux prendre le fond du problème que cet enfant s'ennuie quand il vient à vos cours et vous vous ennuyez et que finalement ça ne fait pas du bon travail, si ce n'est que la mère, elle s'obstine, mais vous pouvez lui demander pourquoi, vous lui montrez que vous n'êtes pas dupe. Pourquoi tenez-vous autant à ce que votre fils fasse de la musique ? Vous pouvez lui dire, en lui disant gentiment, mais quand même en lui disant, vous comprenez bien que ça vient d'elle. Bon, et qu'à un moment ça sert à rien comme ça de s'obstiner. Oui. Vous voyez, il y a Alain qui dit tout à fait d'accord, je suis sapeur-pompier et sportif et j'ai voulu que mon fils suive mes traces. Résultat, il n'a jamais accroché et c'est moi qui le vivais mal. Oui, mais au moins Alain le reconnaît, il a l'honnêteté de le reconnaître, alors qu'il y a beaucoup de parents qui veulent faire. Alors c'est ça, la petite fille, il faut qu'elle fasse de la danse classique, qu'elle devienne danseuse étoile et autres. Et enfin, alors il y a ceux qui vont les inscrire les concours de Miss et autres. Tout ça, ça flatte le narcissisme des parents. Et on voit pour les Alain, on parle des carrières sportives, on voit derrière les enfants comment les parents sont derrière, mais les parents deviennent parfois l'entraîneur des enfants, mais ça frise la maltraitance dans certains cas. On n'est pas loin, mais on n'est pas loin de la maltraitance. C'est-à-dire qu'on en fait un petit, on est fiers, et bon, ce que les parents n'ont pas pu réussir, ils veulent que ça soit leur enfant, mais les enfants sont pas là pour combler les désirs de leurs parents. Tout à fait, oui. Donc, c'est avec la mère qu'il faut parler. Tout à fait. Bon, écoutez, bon courage, Caroline. Merci bon beaucoup, courage, Mireille. Merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir, Caroline. Merci. Un petit message de Jojo suite au témoignage de Mireille qui nous parlait de ce petit garçon de 9 ans, 10 ans qui ne supportait pas ses cours de musique et qui avait écrit un peu quelque chose d'insultant sur des journaux qu'elle laissait dans sa salle d'attente. Jojo dit, nous ne devons pas demander à nos enfants ce que nous n'avons pas réussi à nous-mêmes à accomplir. Ils doivent pouvoir faire leurs propres choix et voler de leurs propres ailes. Eh oui, vous avez raison. Et puis, on va accueillir non, je regardais s'il y avait d'autres. Mais, oui, je voulais remercier cette dame là dont j'ai plus le prénom qui a appelé pour parler de son fils schizophrène et donc pour dire qu'il y a un excellent livre qui est sorti qui s'appelle Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne de Polo Tonka, Tonka aux éditions Odile Jacob. Et c'est vrai que je l'ai entendu dans l'émission Pourquoi Docteur de Jean-François Lemoine et c'était vraiment passionnant d'entendre cet homme parler de sa maladie de façon extrêmement claire, extrêmement précise. Et donc son livre Dialogue avec moi-même, un
schizophrènes témoignent, Paulo Tonka aux éditions Odile Jacob. Et c'est vrai que vous en apprendrez beaucoup sur cette maladie. Merci à Élise qui a pris la peine d'appeler le 3921 pour nous communiquer ses coordonnées. Et on accueille maintenant, attendez, je ne sais plus trop, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Très contente d'être sur l'antenne. Bienvenue. Voilà, je vous appelle en fait car mon problème c'est que je vis des histoires avec des hommes qui ont des comportements très similaires. Alors je ne sais pas si c'est moi qui induis ce genre de comportement ou si c'est vraiment le hasard une coïncidence que ce soit les mêmes attitudes seulement. Qu'est-ce qu'ils ont comme comportement Voilà, identique? donc moi, dès le départ, c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer, à donner beaucoup d'amour, à être vraiment très conciliante. Et ensuite, bien sûr, j'attends en retour quand même, c'est un échange. Enfin, je veux dire, j'attends aussi peut-être ce même genre de comportement qu'ils n'arrivent pas à avoir, et plus je suis dans cette attitude, et plus les hommes justement deviennent durs, sans compassion, et ce qui fait que la relation à partir de là, elle commence, comme je vois que je n'ai rien, enfin je n'ai très peu de ce que j'attends, la relation elle commence à prendre une mauvaise tournure. Et je ne sais pas si c'est moi qui induis ces comportements ou pas. C'est important que vous vous posiez la question parce que c'est déjà certainement vous pourriez tout rejeter en disant que c'est la faute de ces hommes. Or, le fait de vous interroger peut amener un changement. Déjà, oui. C'est-à-dire que ce qui n'est pas anodin, c'est que les hommes changent, mais c'est finalement toujours le même scénario. C'est comme si vous viviez toujours la même histoire. Ça se passe toujours de la même façon. Ça démarre sur un mode comme ça très très fort où vous leur apportez beaucoup, vous vous emballez, pour reprendre votre expression, vous enflammez. Donc vous allez très très vite dans la relation. Et puis après, vous aimeriez une réciprocité qui ne vient pas, donc vous êtes en attente, vous demandez des choses, et là, les hommes deviennent assez blessants, agressifs, enfin comme si ils étaient insensibles à vos demandes. Tout à fait. Bon. Donc, c'est pas banal de tomber à chaque fois, comme vous dites, sur le même type d'homme, ou en tout cas sur le même type de relation. Oui. Vous induisez des choses, forcément. On peut le penser, forcément. On peut le penser, en tout cas. Oui. Alors après, évidemment, je les accuse d'être comme ci, d'être comme ça, que c'est à cause de leur passé, qui de toute façon qui n'ont pas été réglés, j'ai une instabilité, je me pose des questions, je me dis c'est moi, c'est pas moi, pourquoi j'ai quand même j'ai quand même c'est contradictoire parce que j'ai une confiance en moi. D'une part parce que de par mes amis qui me disent mais quand même j'ai tout pour pouvoir réussir, mais là je viens de subir un échec encore parce que après je suis quand même aussi très infantile, j'ai un comportement infantile aussi envers eux. Je me comporte, j'ai tendance à les agacer par message jusqu'à aboutir à des réponses que j'attends. Quand vous dites que vous avez un comportement infantile, que voulez-vous dire ? C'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais vous le ressentez comme tel ? C'est-à-dire vous vous sentez vraiment très, très dépendante d'eux, à un moment très en demande ? Oui, oui, peut-être. C'est ça. Vous attendez quoi, finalement, d'une relation ? J'attends qu'il soit. Ce que j'attends, c'est qu'il, inconsciemment, je pense, c'est qu'il soit dépendant de moi et qu'il le soit tout le temps, et que ce soit moi qui puisse dominer, et que eux ils soient un peu à mes pieds quelque part. Et en fait, c'est vous qui êtes dépendante d'eux. Oui. C'est ça.
Mais c'est important parce que déjà, il y a quand même une certaine, il y a même, je trouve, une grande lucidité de votre part. C'est-à-dire que cette demande d'amour que vous exprimez, c'est cette attention que vous leur portez, vous dites, vous vous emballez, vous leur donnez beaucoup d'amour. Mais derrière cela, et c'est rare que les personnes le formulent avec autant de clairvoyance, Nathalie. Il y a, comme vous dites, vous aimeriez qu'ils deviennent dépendants de vous, ce qui vous donne un certain pouvoir sur eux. Oui, voilà. C'est-à-dire que vous aimeriez, au fond, les contrôler en devenant dépendants de vous. Ils vous quitteraient jamais. Ils seraient un peu, vous pourriez agir à votre guise avec eux. Enfin, c'est vous qui contrôleriez la situation. Et en même temps, en même temps, j'ai besoin d'être protégée par un homme, d'être comprise, d'être entendue, d'être reconnue de par mes valeurs, mes qualités. Et ça, ils ne les voient pas. On me jette à ma figure mes défauts. Et voilà. Et c'est ça qui me déstabilise totalement. Oui, mais parce que ces hommes doivent sentir à un moment qu'il y a quelque chose d'excessif. Et que ils se sentent plus libres de leur mouvement, c'est-à-dire ils peuvent se sentir étouffés. Oui, peut-être, parce que je suis excessive, c'est vrai. Donc ça, si vous voulez, ça peut rendre agressif. Ah oui. Quand on a l'impression que, parce que dans ces cas-là, on ne se sent plus vraiment respecté pour ce que l'on est. Oui, je leur manque de respect aussi. Mais c'est-à-dire, oui. Je leur dis des choses vraiment sous le coup de l'impulsion, des choses que je regrette après. Oui, mais parce que finalement vous agissez comme ça de façon très 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 émotionnelle. Enfin, vous êtes très émotive. Mais c'est pourquoi vous voulez autant donner finalement, et pourquoi vous attachez à l'autre comme ça, et que l'autre s'attache à vous. C'est-à-dire être dans une fusion, dans une dépendance. Oui, tout à fait. Donc, si vous tombez sur des personnes qui ont envie d'être aimées pour ce qu'elles sont, mais pas qu'on leur mette le grappin dessus. Or là, ça donne le sentiment qu'on met le grappin dessus. C'est angoissant. Peut-être, oui. Mais c'est parce que vous-même, certainement, vous êtes angoissée. Je suis une très grande anxieuse et angoissée. Vous avez le sentiment de manquer, vous, d'attention, oui. Dans votre vie, oui, de manquer d'affection. J'ai toujours, j'ai 2 enfants et le père de mes enfants, j'ai vécu 12 ans avec. J'ai été plus une mère envers lui qu'autre chose. Il était un peu plus jeune que moi et j'ai beaucoup donné. Bon, après, c'est une relation qui a duré 12 ans, mais bon, je l'ai supporté jusqu'au jour où j'ai plus pu supporter ça parce que j'ai évolué, lui non. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux être protégée, je veux être aimée. Vous avez manqué de protection dans votre vie, dans votre enfance? Non, j'ai été plutôt surprotégée, couvée. Et puis, après, j'ai pris mon indépendance, et puis, mais j'ai toujours été anxieuse. J'ai toujours eu des périodes d'anxiété, besoin de fusion, d'être Est-ce que vous avez connu finalement ce que c'est une relation que vous connaissez bien? Si vous dites que vous avez été une enfant surprotégée, pourquoi vous étiez autant surprotégée? Qu'est-ce qui... Parce que mes parents pensaient que, on ne pouvait pas faire mieux qu'eux et qu'il y avait qu'eux qui pouvaient le faire. Et ils nous ont pas laissé assez d'autonomie en fait. Je manque d'autonomie. Oui. Dans la relation amoureuse, en tout cas, vous cherchez la dépendance. Voilà. C'est là que le bas blesse. C'est là où le bas blesse, exactement. C'est-à-dire que ce besoin, c'est plus qu'un désir, c'est un besoin que vous exprimez. De fusionner avec l'autre, qui soit dépendant de vous. Ça peut faire très peur, parce que quand on est, bien construit, on n'a pas envie de faire qu'un. On veut rester 2 dans la relation.
voyez, on n'a pas forcément envie de fusionner avec l'autre, parce que quand on fusionne, ça peut paraître très agréable dans les premiers temps, mais on ne sait plus qui est qui. Il y en a un qui perd un peu de sa personnalité. Oui. Mais bon, vous c'est un mode de relation que vous avez connu, où vous dites vous êtes très anxieuse, mais certainement vos parents vous surprotégeaient parce qu'eux-mêmes étaient anxieux et pensaient que tout à fait. L'extérieur pouvait être un peu dangereux, que personne saurait aussi bien s'occuper de vous qu'eux. Bon, donc ça donne une image de la vie quand même pas très rassurante. Hein. Non, du tout. Maintenant, bon, ce qui est fait est fait. J'essaye de. Ce qui est fait est fait, mais ça s'est imprimé en vous. Oui. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas évoluer vers d'autres modes de relation. Et c'est ce qui va. Enfin, les échecs amoureux que vous vivez peuvent vous amener à évoluer. C'est-à-dire, à partir du moment où vous changerez votre approche, les hommes se comporteront différemment, parce que vous n'avez pas de mal à en rencontrer des hommes. Non, ça c'est pas du tout. J'ai pas de mal à en rencontrer. Ce qui est déjà très positif. Mais c'est après, finalement, vous sabotez la relation. Oui. Parce qu'il y a trop de demandes. Mais après, en même temps, je me dis, oui, que c'est des goujats, que c'est des égoïstes. Mais vous savez, au fond, que c'est pas le cas. Ben, je le sais. Vous leur en voulez parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes déçu. Parce qu'ils vous déçoivent, mais d'une certaine façon, vous les poussez, enfin, vous vous en rendez pas toujours compte, et en même temps, il y a une partie de vous qui s'en rend compte. Vous les poussez un peu à un moment à ce qu'ils se détournent de vous, et puis ils peuvent le faire en étant agressifs, parce que, comme vous dites inconsciemment, mais il y a une partie de vous qui en est consciente. Vous voulez qu'ils soient dépendants de vous et pouvoir contrôler les choses, et ça rend agressif au bout d'un moment, quand on a le sentiment que l'autre veut nous contrôler notre vie, notre façon d'être, d'agir. On se sent pas respecté dans ces cas-là. Je n'arrive, enfin justement, je ne me fais pas respecter, enfin sans le vouloir. Hein. Justement, je me rabaisse en amour, j'ai pas de fierté. Oui, mais parce que vous voulez. Trop, vous en attendez trop. C'est-à-dire, c'est pas la dépendance, c'est pas de l'amour. Voilà, je sais, j'arrive plus à faire c'est confus même en moi. Je ne sais pas si je les aime ou pas, ces hommes. C'est pas ce que j'ai mis. Vous voulez être aimé. Vous voulez être aimé. Oui. Donc, c'est pas la même chose que d'aimer. Alors, c'est très bien quand il y a une réciprocité. Mais dans le schéma que vous semblez décrire, votre désir d'être aimé est, semble-t-il, plus fort que celui d'aimer. Même si, apparemment, au début, vous donnez beaucoup. Et je vous crois. Mais vous donnez beaucoup pour que eux vous donnent. Voilà. Donc, pour que eux vous aiment. Or, en général, quand on donne, on le fait pas pour, voyez, pour qu'il y ait un résultat à la clé. Alors, attendez, dans la relation de couple, dans la relation amoureuse, il est important qu'il y ait une réciprocité. Ouais. Mais c'est pas de l'ordre du donnant-donnant. Or, il y a quelque chose qui vous pousse à agir comme ça. Vous agissez avec ces hommes comme vous aimeriez qu'ils agissent avec vous. Oui, mais vous allez trop vite. C'est-à-dire que vous dites vous-même, vous allez très vite dans la relation, au lieu de laisser la relation se construire. C'est justement, bon, là, pour en revenir au site de rencontre, j'ai une relation d'un an avec quelqu'un qui était que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Oui. Bon, c'est vrai que ça a démarré, bien, et très vite, étant donné qu'on était quand même, on avait 100 km de distance l'un de l'autre, j'ai très mal géré le fait que j'étais empressée de vouloir passer le cap supérieur, de pas me le voir pendant 15 jours, et là je devenais agressive au téléphone parce que je n'avais pas assez de coups de téléphone, pas assez de messages, pas assez de ceci, cela. Il m'a bien expliqué, mais moi je ne fonctionne pas comme toi. C'est pas parce que je t'envoie pas de messages que je pense pas à toi, etc. Voilà. Oui. Et finalement ça aboutit à une rupture parce que
Il m'a même dit qu'il n'avait pas réussi, et ça m'a beaucoup blessée, à développer, alors que moi, en apparence, j'ai quand même ressenti des sentiments, mais développer assez de sentiments pour pouvoir passer le cap supérieur. Alors je ne sais pas si c'est pour me blesser ou si c'est la réalité des choses, mais il s'avère qu'il m'a dit ça. Mais est-ce que vous laissez le temps pour qu'il se développe des sentiments? Pour que se développe un sentiment amoureux, ça peut prendre un peu de temps, enfin... Au bout d'un an, je pense que ça peut... Au bout d'un an, oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand il vous a dit une chose importante, cet homme, qu'il ne fonctionne pas comme vous, qu'il n'est pas comme vous. Et c'est important à un moment, respecter l'autre qui est autre, qui est différent. Parce que c'est de cela aussi que s'enrichit la relation, qu'elle se nourrit. C'est ce qu'on Or, à un moment, vous êtes tellement angoissé, vous voulez tellement être aimé à tout prix que... Par exemple, s'il n'envoie pas des messages au même rythme que vous, qui doit être assez élevé quand même. Vous devez avoir beaucoup de besoin de messages pour être assuré. Je me suis calmée, mais au début, oui. Oui. Du coup, c'est qu'il vous aime pas assez, il le montre pas assez, mais il peut tout à fait tenir à vous, mais pas en vous submergeant de messages. Mais si vous voulez, quand on est dans votre problématique, on a du mal à accepter que l'autre soit autre que nous. Oui, c'est ce qu'il m'a reproché. Donc à un moment, l'autre, il se sent aussi étouffé. Et du coup, quand on se sent étouffé, on peut devenir agressif. Pour se défendre. Mais vous savez, plus je vous écoute, plus je me dis qu'il y a un livre qui pourrait vous aider, peut-être vous donner des pistes un peu pour changer votre façon d'être. C'est le livre de Sylvie Tenenbaum sur la dépendance affective. Oui, Ça s'appelle La dépendance affective. Sylvie Tenenbaum, c'est chez Albin Michel. Et je pense que vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. Cela dit, j'avais quand même consulté une psy qui m'avait dit que je n'étais pas dépendante affective. J'étais plus dans l'instabilité. Instabilité, c'est pas que je change de partenaire, au contraire, parce que quand je suis avec quelqu'un, j'ai envie que ça dure. Mais une instabilité, c'est-à-dire que c'est vrai, émotionnel peut-être. Parce que quand dans une même journée, dans l'espace, dans très peu de temps, je peux changer d'émotion, ressentir des sentiments pour la personne que j'aime, et puis une demi-heure après me dire non, je l'aime pas parce que il a fait ci, parce qu'il a fait ça. C'est quand même difficile à gérer ça. Oui, c'est les montagnes russes. C'est montagnes russes, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'autre ne vous déçoive jamais. Enfin, qu'il soit toujours comme vous voudriez, qu'il soit idéalisé. Bon, mais comme vous dites, dans la même demi-heure, se dire je l'aime, puis je l'aime pas, parce que on peut avoir, il y a des moments où on est en colère après la personne qu'on aime, où on lui en veut. Bon, mais pour autant, ça remet pas en question l'amour qu'on lui porte. Enfin, en tout cas, pas dans un laps de temps aussi rapproché. Donc, vous dites vous-même, d'ailleurs, au final, vous savez même pas si vous les aimez. C'est vous avez besoin d'être aimé. Vous avez continué ce travail ? Non, j'avais arrêté après. C'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrait vous permettre d'être un peu plus apaisé vis-à-vis de vous-même, d'être un peu moins, en tout cas, tributaire de vos émotions. Ou c'est vraiment, ça a l'air d'être les montagnes russes et ça doit être déjà très perturbant pour vous-même. Tout à fait. D'être aussi, de passer d'un état d'âme à un autre d'une façon aussi rapprochée, parce que tous dans une même journée, on vit, on ressent des émotions différentes. Notre humeur varie au cours même d'une journée, mais plus ou moins. Parce que si vous voulez, quand on passe d'une humeur très triste à une humeur très gaie, vous voyez, il y a plus ou moins quand même. Ce qui me nuit, c'est que justement, dans ces montagnes russes, je suis capable d'envoyer un message et que je vais regretter 5 minutes après. Oui, mais c'est pour ça que votre relation, elle peut pas être... L'autre, vous voyez, vous-même, vous avez du mal à vous y retrouver avec vous-même, à essayer de voir un peu où vous en êtes, ce que vous ressentez. Comment voulez-vous qu'un partenaire amoureux puisse s'y retrouver ? Il ne sait plus sur quel pied danser. Il est perdu. Un moment, vous lui faites une déclaration d'amour, la demi-heure d'après, vous pouvez l'envoyer balader, vous l'aimez plus. Enfin, vous voyez, donc il faudrait déjà vous apaiser, vous. Quand même, je pense, faire un travail sur vous, qui vous permettrait, vous, déjà, d'être moins angoissé, parce que c'est angoissant de changer d'état d'âme comme ça. Oui. Donc, je pense que ça vaudrait la peine. Merci de votre appel, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, ça m'a fait beaucoup de bien. Tant mieux. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors vous réagissez au témoignage de Mireille qui nous parlait de ce jeune garçon qui avait du mal avec ses cours de musique, qui n'était pas intéressé. Gilles m'envoie un petit mail pour dire tout à fait d'accord pour ne pas forcer ses enfants à accomplir les rêves ratés des parents. Cependant, dans des domaines comme la musique, il est recommandé de commencer jeune pour espérer arriver à des résultats positifs. Moi, je regrette que mes parents ne m'aient pas mis au piano, entre guillemets, jeune. Mon père ayant souffert sur son violon, étant enfant, il ne voulait pas nous imposer ça. Difficile question. C'est vrai que, de toute façon, que ce soit la musique, la danse et les activités comme celle-là, on les commence pas à 15 ans, hein, ça, je suis d'accord avec vous. Pour autant, quand on sent que l'enfant vraiment n'accroche pas, et il y a des côtés fastidieux, hein, c'est sûr, le solfège, les autres, mais il faut quand même qu'il y ait un désir, qu'il y ait une envie d'apprendre, Et si on sent que vraiment, au bout de plusieurs leçons, l'enfant n'accroche pas, ça sert à rien de s'acharner. Voilà, il faut au contraire le laisser respirer, voir ce qu'il aimerait faire. Peut-être que d'ailleurs à ce moment-là, il n'a pas envie de faire une activité et on ne peut que le respecter. Et ça peut venir plus tard. Il y a Abigail qui dit si la maman de ce jeune garçon veut qu'il fasse de la musique, peut-être qu'un autre instrument l'intéresserait davantage. Et c'est vrai, c'est ce que disait Mireille, la batterie, la guitare, certains cuivres ont meilleure réputation chez les jeunes qui voient le côté plus rock et populaire, comme on dit, surtout à l'école. Bonsoir Néjoude. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Écoutez, j'en profite pour faire un petit coucou aux habitués, Sergio, notre roi Georges, Sœur Slisa. Mais ils vont être ravis de vous entendre. Merci pour eux. Alors voilà, c'est une grande première pour moi, même si on s'est déjà parlé. Oui, je participe par écrit aussi assez souvent. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc voilà, je vous appelle ce soir parce que j'ai un souci avec mon ex-mari. Qui régulièrement me brandit la menace de m'envoyer les services sociaux pour, en grosso modo, pour me prendre notre fils que j'ai seul depuis qu'il a 1 an. D'accord. Il a quel âge aujourd'hui ? Il a 8 ans. 8 ans, d'accord. Donc ça fait 7 ans que nous vivons, que nous vivons sans son père, que c'est moi qui l'élève. Oui. Et donc je donne le change évidemment parce que devant lui je me démonte pas, mais à l'intérieur je suis ravagée et à chaque fois ça me met dans des états d'angoisse épouvantables. Oui, je comprends, mais pourquoi c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut lui au fond, parce que il le sent qu'il a une prise sur vous, il veut vous faire peur, il veut vous angoisser, parce que si j'ai bien compris, il vous menace donc de faire appel aux services sociaux. Bon, dans les faits, il ne le fait jamais. Non. Non, certes, non, mais depuis peu, il y avait quelqu'un qui visiblement est dans le droit, d'après ce que j'ai compris. Alors, soit elle doit être juge, avocate ou je ne sais quoi. Toujours est-il que ce soir, on a eu un petit accrochage et il a fini par me dire, de toute façon, ma copine va t'envoyer les services sociaux, prépare-toi. Voilà. Oui, enfin, alors, même si sa nouvelle compagne ou son amie ou je ne sais quoi est magistrate, quand bien même elle ferait un signalement, qu'est-ce que vous craignez ? Vous n'avez rien à vous reprocher ? Oui, mais malgré tout... Oui, bien sûr que c'est pas une perspective agréable. Pas confortable quand même, mais de toute façon, non. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Personne n'aime être menacé, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vous nuire ou qu'est-ce qu'il veut ? Il veut la garde. Il ne le voit pas, son fils ? Si, mais tout est prétexte. Enfin là, par exemple, on s'est accroché juste sur une petite chose qui n'avait strictement rien à voir avec la garde de notre fils. Mais parce qu'il devait en fait, j'avais une réunion et il devait prendre notre petit garçon, disait-il, pour me rendre service un soir où il ne devait pas le prendre, et finalement il m'a posé un lapin. Donc je lui dis que ça ne se faisait pas, etc. Donc là le ton est monté et là il m'a sorti, je vais t'envoyer les services sociaux. Voilà. Oui, donc finalement, quand il se sent un peu en porte-à-faux, en faute, là, il devait prendre votre petit garçon et il n'est pas venu. Vous êtes contrarié, c'est normal, vous lui en faites part. Oui. Et là, vous voyez, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, c'est complètement disproportionné. Je vais t'envoyer les services sociaux. Mais enfin, vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Oui, parce que les services sociaux, ils ont suffisamment à faire pour pas aller au bout d'enquêtes où il y a rien à dire, où c'est juste des parents ou l'un des parents qui veut nuire à l'autre. Il me semble ça mènerait nulle part. Ça mènerait sur le coup, je suis raisonnable. Je lui dis, écoute, c'est quand même étrange. Faut lui dire même qu'il arrête de vous menacer. Oui. Ça commence à bien faire maintenant ces menaces. Oui.
Hein, vous lui dites si à chaque fois qu'on discute et que on est indifférent, tu me parles sur le ton de la menace, je vais finir par ne plus accepter de discuter avec toi parce que je ne veux plus être menacée. D'accord. Vous n'avez pas à vous laisser menacer. Là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il n'a pas à vous menacer. Oui. Parce que il sait bien que dans les faits, ça n'aboutirait à rien. Il n'a rien à vous reprocher, si ce n'est des différends de votre vie conjugale qu'il n'a pas réglés. Bon. Oui, mais il n'a pas à les régler aujourd'hui à travers votre enfant, en pesant sur votre vie via ces menaces. Parce que de la sorte, en agissant de la sorte, il pèse sur votre vie. Complètement. Complètement. Et donc, ça me ravage à chaque fois. Je mets 2-3 jours avant de m'en remettre. Oui, ça vous angoisse. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai que sur le coup, je suis assez... je garde mon sang-froid. Je lui dis, écoute, quand même, ça fait 7 ans que j'ai la garde. C'est quand même étrange que tu te sois aperçu quelque chose qui ne va pas que maintenant. Maintenant qu'on se dispute. C'est quand même... mais pourquoi c'est un peu indigne. Mais c'est voilà, donc on voit bien la malveillance et le fait que, il cherche à vous intimider. Oui. Donc la meilleure façon de réagir, c'est de ne pas vous laisser intimider. Et de lui dire maintenant, je te demande d'arrêter tes menaces. Ça suffit maintenant. Oui. En montrant justement que vous ne vous laissez pas intimider. D'accord. Et dire, c'est complètement fallacieux de dire qu'il a dans sa vie quelqu'un, une nouvelle compagne ou une copine ou je ne sais qui est magistrate. Et alors, ça lui donne pas le droit, c'est pas parce qu'elle est magistrate qu'elle a tous les droits, justement. Si elle est magistrate, elle connaît le droit. Ouais. Donc elle connaît, et donc elle sait bien qu'on n'envoie pas les services sociaux juste parce qu'on a envie de pourrir la vie de son ex. Vous voyez, donc c'est incohérent ce qu'il vous dit. Donc, vous lui dites bien, dire, écoute, peu importe, maintenant, tu arrêtes de menacer, sinon, moi, je vais voir avec mon avocat ce qu'il en est, si tu continues de la sorte, sur ce mode-là. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Vous lui renvoyez quelque chose comme ça en disant, écoute, sinon, moi, je vais faire le point avec mon avocat, mais ça suffit. Je veux vous lui dites que vous voulez pouvoir discuter avec lui de ce qui le concerne, concernant votre enfant aussi, pour que vous ne l'écartez pas. Et heureusement, il n'y a pas lieu de l'écarter. Mais s'il vous menace de la sorte, c'est pas possible. Oui. Parce que de toute façon, vous le dites bien, Nejjoud, vous êtes séparés, votre fils avait 1 an. S'il avait voulu la garde de votre fils, s'il avait trouvé que effectivement il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'éducation que vous donnez, il a mis du temps à se réveiller. Donc pourquoi pensez-vous d'ailleurs qu'il continue comme ça 7 ans après à peser sur votre vie, à vous en vouloir autant ? Je ne sais pas du tout. C'est pourtant lui qui a initié le divorce. C'est une énigme. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'en veut autant ? C'est assez impressionnant. Oui. Il n'a pas fini de régler ses comptes avec moi. Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas sur quel plan je l'ai déçu, mais toujours est-il qu'il a la dent dure. Oui, parce que ça, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça qu'il faut... mais vous pouvez en parler peut-être, si jamais ça devait continuer, via votre avocat. Vous avez un avocat ? Pas encore. Non, quand vous vous êtes séparés, vous n'avez plus... On a pris le même avocat. D'accord. Oui, donc pourtant, ça s'était fait à la... Oui. Oui, il y a quelque chose qu'il n'a pas réglé. Et parce que maintenant c'est à travers l'enfant, parce que c'est aussi comme ça, il sait qu'il peut vous atteindre. Bien sûr. Donc la meilleure des réponses, on le dit, c'est quand même l'attaque. Donc c'est de pouvoir lui dire que vous n'allez pas vous laisser intimider. Il ne s'agit pas d'envenimer, de monter le ton et d'envenimer la situation, mais simplement s'il pouvait sentir que ça n'a pas de prise et qu'en tout cas vous ne voulez pas. Voilà. C'est pas de menace entre vous. Parce que sinon, vous seriez obligé d'agir. Et par le droit également, vous pouvez lui retourner. Parce que c'est incohérent ce qu'il vous dit. Quand bien même il a quelqu'un de magistrat ou d'avocat ou je ne sais quoi dans son entourage, justement, cette personne, c'est d'autant mieux qu'on ne contacte pas les services sociaux juste parce qu'on en veut à son ex. D'accord. Il y a Welky qui dit, vous pouvez aussi lui dire que vous allez lui envoyer les services fiscaux. Menace pour menace, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, Georges a été très touché par votre petit bonjour, ma chère Nejjoud. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.
Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.